Les connaissances de recherche fondamentale accumulées sur ce virus particulier, et en tout cas sur ses congénères dans le passé, ont permis en fait de démarrer simultanément dès la fin de l'année 2018 et le début de l'année 2019 trois types d'activités. Une activité tout d'abord diagnostique, qui aujourd'hui fait partie de notre quotidien. Amplifier le virus, c'est ce qu'on appelle la technique de PCR, pour le détecter et en plus de façon supplémentaire pour même évaluer son niveau de représentation. Ce diagnostic, aujourd'hui, a évolué. Les techniques de PCR d'amplification existent toujours. On nous offre aujourd'hui d'autres techniques qui ont pour objet non pas de détecter le virus en lui-même, mais de détecter si nous avons été mis en présence de ce virus et si nous avons donc réagi à cette présence en activant notre système immunitaire et en produisant les anticorps qui correspondent à ce virus, qu'on appelle, entre autres, les anticorps neutralisants. Ces techniques de diagnostic se doivent de continuer à évoluer. Il n'est pas exclu de penser que dans les semaines à venir, nous aurons, pourquoi pas, tous la possibilité, par ce que l'on appelle des autotests, de pouvoir très simplement, très rapidement, en quelques minutes, obtenir une réponse par nous-mêmes de « oui, je suis porteur de virus », non, je ne le suis pas. Et bien sûr, de faire agir notre responsabilité de citoyen, c'est-à-dire de nous mettre à l'écart pendant une semaine, si d'aventure nous l'étions. On verra ce que nous réservent les semaines à venir. Deuxième stratégie, cette stratégie a été très multiple. Les Européens se sont associés autour de cette stratégie. Elle a consisté à essayer d'évaluer si les molécules, les médicaments, on est dans le médicament classique, les médicaments dits antiviraux, existants, déjà utilisés pour d'autres virus, ne pourraient pas posséder une action antivirale à l'adresse de ce SRAS-CoV-2, c'est-à-dire du SRAS du moment. Malheureusement, à ce jour, aucun résultat très probant n'a été obtenu. Ça n'exclut pas que quelques molécules, je pense par exemple à la dexaméthasone, qui est une molécule bien connue dans d'autres registres, puissent présenter des intérêts, mais des intérêts cette fois-ci pour des patients qui sont dans des situations d'évolution plutôt dramatique de la pathologie. Donc un succès. Eh bien cet insuccès conduit forcément à la dernière solution. Et il n'y en aura pas d'autre. La solution est une solution vaccinale. Essayer de produire un ou plusieurs vaccins capables d'interagir, de nous protéger contre le virus, voire même de détruire, bien sûr, ce virus. Ce sont plus de 300 essais cliniques qui ont donc démarré à travers le monde sur ces différentes approches vaccinales, avec des succès inégaux. En tout cas, aujourd'hui, ce sont déjà plus d'une dizaine de solutions qui sont arrivées en fin de ces essais, ce qu'on appelle la phase 3 des essais cliniques. Et les deux premiers sont ces fameux vaccins à ARN, cette possibilité de nous injecter donc l'ARN qui code cette protéine S pour nous faire déclencher des anticorps anti-protéine S et donc anti-virus, puisque si vous annihilez la protéine S, vous empêchez la clé d'agir, vous empêchez la clé de rentrer dans la serrure. Donc le virus ne peut plus pénétrer vos cellules et le virus donc va disparaître parce qu'il n'aura pas les outils nécessaires à sa multiplication et donc à sa propre vie. Plusieurs solutions, on peut prononcer les noms. Pfizer a dossé à cette entreprise de biotechnologie allemande qui s'appelle BioNTech, et puis la solution Moderna, et puis d'autres qui vont apparaître dans les mois qui viennent. Testés sur des dizaines de milliers d'individus, vous en connaissez le principe, on prend pour moitié des gens à qui on va injecter, je sais pas moi, de l'eau, et pour l'autre moitié, on va injecter donc le process vaccinal, le procédé vaccinal, et puis on regarde ces deux populations évoluer, et puis on détermine, dans chacun des cas, quelle est la proportion de ces deux populations qui est victime de l'infection. Le résultat, c'est même l'éditeur d'une revue anglo-saxonne bien connue dans le monde de la clinique, qui s'appelle le New England Journal of Medicine. Le résultat, en particulier donc, du vaccin Pfizer, donc ce ne sont pas des résultats publicitaires. Je parle d'une revue scientifique
avec un journal scientifique des plus sérieux, avec une analyse faite par ce qu'on appelle les pairs, c'est-à-dire par des grands scientifiques mondiaux, ont été classés par l'éditeur non pas comme un succès, mais comme un triomphe. Arriver à 95% de protection par une approche vaccinale, c'est quelque chose de phénoménal. C'est bien au-delà de ce que nous obtenons chaque année, par exemple, avec les vaccins contre la grippe saisonnière. Donc un vrai succès. Un vrai succès qui est additionné d'une seule difficulté, c'est que cette fameuse molécule d'ARN vaccinal est une molécule, c'est ce que j'apprends à mes étudiants, c'est la molécule du vivant la plus fragile. Rien de comparable avec une protéine, avec une graisse, un lipide, avec un sucre, un glucide, ou avec même l'ADN, qui est une molécule très résistante. Molécule très fragile, qui nécessite donc la mise en place d'une stratégie vaccinale très particulière, avec une problématique très particulière, bien connue dans le monde de l'agroalimentaire, qui est la chaîne du froid, qu'il ne faut pas interrompre entre le lieu de production, en l'occurrence pour Pfizer, c'est l'Allemagne, la Belgique, et puis ça sera d'ici quelques semaines aussi un site en France qui sera un site de production, le lieu de production et le lieu de vaccination. Donc, stratégie lourde à mettre en place. Manifestement, il ne semble pas que la France ait fait les bons choix dans cette stratégie. J'ose espérer que ces choix vont être corrigés. À mes yeux, il n'y a plus qu'une seule urgence. C'est que vous, comme moi, acceptions cette vaccination au plus vite. Je vais m'en expliquer le pourquoi au plus vite. Plus vous laissez un virus se propager dans une population, plus vous laissez ce virus donc se multiplier. À chaque événement de multiplication, il va recopier son génome pour le distribuer à des virus fils. Cette technique de propagation, de multiplication du génome est quelque chose chez les virus de très imprécis, qui laisse donc place, au gré des multiplications, à des erreurs. Ces erreurs peuvent être fatales pour le virus. Ces erreurs, par contre, peuvent le faire évoluer dans le mauvais sens pour nous, c'est-à-dire lui donner de nouvelles capacités. Une capacité de virulence démultipliée, une capacité d'infectiosité démultipliée. C'est le risque de ces mutations. On a déjà eu, nous dit-on, quelques 20 000 mutations qui sont apparues à travers le monde au gré de ces multiplications. On entend parler d'une souche virale issue du sud de l'Angleterre ou encore d'Afrique du Sud qui manifestement a permis d'acquérir de nouvelles capacités à ce virus. Pour l'instant, rien de grave. Mais personne, je dis bien personne, ne peut écarter une mutation d'une extrême gravité qui non seulement engendrerait une plus grande propagation, une propagation beaucoup plus rapide, mais qui pourrait aussi engendrer une capacité, cette fois-ci, d'une pathologie beaucoup plus grave, beaucoup plus meurtrière que celle que nous connaissons encore. La seule façon aujourd'hui d'endiguer cette propagation, la seule façon de diminuer le risque que je viens de vous citer, c'est la vaccination. Cette vaccination, il faut la faire pour soi, bien sûr, pour se protéger, mais il faut bien comprendre aussi qu'à travers cette vaccination, c'est aussi un moyen excellent de faire société. Parce qu'en se protégeant, on protège aussi les autres. On protège ceux que l'on aime, mais aussi ceux que l'on croise. Donc cet événement, cette possibilité vaccinale, qui est le produit de cette recherche extraordinaire, de cette avancée scientifique sans commune mesure, aujourd'hui, c'est à nous de la prendre à bras-le-corps, d'accepter cette vaccination pour faire en sorte que tout le temps qui a été gagné par mes collègues scientifiques soit aujourd'hui du temps, bien sûr, gagné sur notre combat, pour notre combat contre ce virus et pour sa disparition. C'est quelque chose d'essentiel et c'est là un message important à l'État de définir la stratégie vaccinale. Moi, je suis plutôt favorable à des vaccinodromes, comme on avait très bien fait pour le H1N1. Pourquoi pas reproduire ce type de modèle qui me semble finalement le plus approprié, et j'irai même plus loin. En regard du combat à mener, mais aussi aux perspectives, et qui sont des perspectives heureuses et joyeuses de s'en sortir, moi je préconiserais une vaccination 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il n'y a plus de temps à perdre. Ne perdons pas le temps que la science nous a permis de gagner.